Hassani. Alors je le présente en 2 secondes. Professeur Hassani Hassani, c'est un biologiste qui enseigne à l'université de Menarbès. C'est le président, directeur, fondateur du revue non-africain qui s'appelle Non-African Journal de Nutrition. Il a commencé son anglais avant nous, on est à l'époque de notre transition linguistique. Il a déjà enseigné en anglais, je crois, 3 ans au niveau de la Malaisie. Alors, on l'invite à nous parler de l'impact de la nutrition sur le micro. Donc, la parole. Très bien, salam alaikum. Je vous remercie, Monsieur le Président, je remercie tout d'abord Aïda de m'avoir associé à cette journée thématique, particulièrement mon cher ami Dr Malek. J'ai toujours le plaisir de rencontrer dans ces journées thématiques très bien ciblées. Alors, je suis pas clinicien, je suis nutritionniste. Et aujourd'hui, je suis venu pour parler d'un sujet très intéressant, très innovant, qui cadre bien sûr un aspect de la nutrition que nous travaillons là-dessus et étudier l'impact bien sûr de notre alimentation sur le microbiote intestinal. Alors, comme vous le savez, réellement, ça c'est le plan de ma présentation. Donc, je vais introduire le microbiote intestinal, ensuite passer à l'impact de la nutrition sur le microbiote. Microbiote et pathologie en médecine interne, application clinique, perspective thérapeutique, en parcourant bien sûr les interventions qui sont personnalisées et l'utilisation de l'intelligence artificielle très brièvement, parce que ça nécessite une conférence à France. Alors, comme vous savez, l'intestin humain abrite les membres des 3 domaines de la vie, les bactéries, les archéas et les eucaryotes. Les bactéries dominent cet écosystème où plus de 90% des phénotypes sont membres de 2 des 10 filons bactériens identifiés à ce jour. Alors, c'est quoi le microbiote intestinal? Brièvement, c'est un ensemble de bactéries qui peuplent notre tube digestif, les liens fonctionnels. Ils unissent l'organisme humain et les micro-organismes qui hébergent sont le fruit d'une longue coévolution. Alors, comme vous savez, interniste, ce microbiote, bien sûr, il peut des fois excéder, bien sûr, l'activité métabolique du foie à 100 fois l'activité du foie. Alors, quelles sont ses fonctions clés? C'est l'utilisation des glucides non digestibles, la fermentation des fibres alimentaires non digestibles et la conversion anaérobie des peptides et des protéines permettant la récupération d'énergie métabolique pour l'hôte. Alors, quels sont les facteurs qui influencent le microbiote intestinal? C'est vrai qu'on attribue au maximum à 12% bien sûr des facteurs bien sûr non modifiables, des facteurs génétiques, mais les facteurs modifiables tels que l'alimentation, ils peuvent aller jusqu'à 57%. Particulièrement au cours des premiers stades de la vie, là on perçoit l'effet d'alimentation, particulièrement le lait maternel, qui influence considérablement le schéma de colonisation et qui est dominé par les bifidobactéries et les bactéries lactiques. Ensuite vient après l'introduction de l'alimentation solide dans l'alimentation des nourrissons qui entraîne une modification très significative, bien sûr, de la composition de ce microbiote. Alors, quel est l'impact de l'alimentation sur le microbiote intestinal? Tout d'abord, les substrats qui sont générés sont bien sûr très connus, d'accord, qui vient bien sûr de notre alimentation quotidienne, et qui, par la suite, va générer bien sûr une série bien sûr, de métabolites, qu'on appelle bien sûr les métabolites principaux, bien métabolites secondaires, et qui sont bien sûr issus de la fermentation au niveau de l'intestin et particulièrement au niveau du côlon. Alors, arrivé dans l'intestin, commençons par les fibres. Les fibres, bien sûr, vont être fermentées et qui vont bien sûr aboutir à la synthèse de ce qu'on appelle les acides gras à courte chaîne, les short chain fatty acids, les SCFA. Exemple acétate, le propionate, le butérate, ce sont bien sûr les plus connus et les plus bien sûr
étudiés. Des effets en aval de ces acides gras non métabolisés entrant dans la circulation portale, effet bénéfique bien sûr sur la santé de l'autre, ça c'est connu. En plus, amélioration bien sûr des GLP-1 et les peptides PYY, voilà, qui bien sûr vont avoir un effet sur ou chez l'autre. Donc le métabolisme des fibres alimentaires par le microbiote intestinal entraîne une cascade d'effets bénéfiques, amélioration de la sensibilité à l'insuline et d'oxydation des acides gras, ainsi qu'une réduction de l'inflammation. Ça c'est connu. Alors qu'en est-il des protéines? Une fois arrivées dans l'intestin, les protéines vont être métabolisées comme les fibres, bien sûr. On a constaté bien sûr une élévation des bactérioïdes, augmentation des acides gras du chien, et les acides gras aussi branchés, les BCFA. Et comme les fibres alimentaires vont aussi améliorer bien sûr la satiété, diminuer la méthode gastrique. Par rapport aux acides gras saturés les plus forts, vont induire les mêmes effets métaboliques. Augmentation des acides gras de chien, qui sont très bénéfiques bien sûr pour la santé de l'autre. Voilà. Et réduire bien sûr l'inflammation par la question des toxines telles que les IL-17. Enfin, les polyphénols. Arrivés dans l'intestin, les polyphénols vont aussi être métabolisés et qui vont donner naissance à des métabolismes microbiens bioactifs. Particulièrement, bien sûr, par les bifidobactériums, les archémantia et les lactobacilles. Maintien de la fonction de barrière intestinale, ça vous le connaissez. Régulation du système immunitaire, promotion de l'homéostasie intestinale, inhibition de la croissance des bactéries pathogènes et des effets anti-inflammatoires et antioxydants qui ont été observés suite aux effets bien sûr, de certains modèles alimentaires qu'on vient de signaler le précédent conférencier, parce qu'il a parlé de régime méditerranéen, etc. Donc ça a été mis en évidence. Donc l'alimentation joue un rôle essentiel dans la composition, la fonction et la diversité du microbiote intestinal. Ça c'est à retenir. Donc différents régimes alimentaires ont un impact profond sur sa stabilité, la fonctionnalité et la diversité de la communauté microbienne intestinale. Donc, je vais présenter les principaux modèles alimentaires. Je suis entièrement d'accord. On ne parle plus de régime, on parle de modèles alimentaires. Ce qu'on dit en anglo-saxon, dietary patterns, des modèles alimentaires. Des études ont montré que le régime alimentaire a court et à long terme modifié la composition et la fonctionnalité du microbiote intestinal, démontrant ainsi le pouvoir d'alimentation sur la santé humaine. 57%. L'effet bien sûr de l'alimentation sur bien sûr la composition et la qualité du microbiote intestinal chez l'homme. Alors, voici rapidement bien sûr les modèles alimentaires qui ont été franchement étudiés sur l'impact leur impact sur le microbiote intestinal. Il y a le régime méditerranéen. Alors, brièvement, ils incluent pratiquement le régime méditerranéen avec bien sûr le high fiber diet, le HFD, le plant-based diet, l'alimentation à base de plantes. Ils induisent le même effet augmentation des acides gras de chêne, qui sont très bénéfiques bien sûr pour la santé humaine. Et comparativement au régime occidental, Western Diet, qui inclut bien sûr une augmentation de l'inflammation chronique, augmentation de taux d'endotoxine et un désordre métabolique. Nous, on s'intéresse dans notre laboratoire de recherche au régime cétogène, le keto diet. Et nous avons bien sûr déjà entamé 2 projets de recherche au niveau du CAC, le Centre anticancer de la baisse, sur l'effet du régime cétogène chez des patients atteints de cancer colorectal et cancer du sein. Et là, nous projetons à avancer la recherche dans un cadre de métagénomique et faire une analyse de ces patients, bien sûr, par rapport à leur microbiote intestinal. Donc, dans le régime cétogène, il y a une particularité, c'est l'augmentation, bien sûr, des box cétoniques, particulièrement le BHB, bêta-hydroxybutyrate, le bêta-hydroxybutyrate. Donc, nous sommes intéressés, bien sûr, à ce métabolite, bien sûr, dans un cadre de montrer l'impact du BHB, bien sûr, chez les patients atteints de cancer colorectal, particulièrement. Donc, le régime méditerranéen, je ne vais pas m'attarder ici,
a été étudié bien sûr sur le fait qu'il y a un impact sur la balance Firmicutes-Bacteroidetes. Il induit une augmentation des acides gras à courte chaîne. Et là, il y a un effet qui a été remarqué bien sûr sur cette espèce, Faecalibacterium proxydii, qui bien sûr a démontré des effets très bénéfiques chez l'hôte. Voilà. Sur un échantillon de 316 sujets masculins, le régime méditerranéen était associé à 36 voies fonctionnelles. Augmentation des acides gras chaîne, augmentation des fructoronate, bien sûr, peptides, et démucilose des mananes. Donc l'adhésion au régime méditerranéen et la réduction du risque de maladie cardiovasculaire était nettement plus prononcée chez les personnes présentant des taux plus faibles de Prevotella cocci. Une autre étude aussi a montré pratiquement les mêmes résultats, je ne vais pas m'attendre ici. Le HFD, brièvement, a montré ses effets sur la prise de poids, voilà. Sur, bien sûr, la réduction du risque de cancer colorectal. Et bien sûr, c'est des espèces qui ont été étudiées par rapport à l'effet du régime riche en fibres alimentaires. Alors ici, on ne peut pas passer sans parler des amidons résistants, surtout ceux de type 4. Et ces amidons résistants sont obtenus par voie, je dirais, artificielle. Ce n'est pas comme les autres types, type 1, type 3. Et qui a montré, bien sûr, un intérêt nutritionnel, bien sûr, chez les patients obèses et chez les patients atteints de diabète type 2 particulièrement. Le keto diet, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est un modèle alimentaire qui a fait preuve, suite à la synthèse de molécules qui sont utilisées comme source d'énergie à la place du glucose et dans la réduction, bien sûr, de l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Donc ça a été prouvé par plusieurs méta-analyses publiées très récemment. Donc il induit une baisse des firmicutes et augmentation des bactéroïdes. Voilà. Néanmoins, il a induit chez certaines populations une baisse des espèces de type bifidobactérium. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas très significativement négatif. Le Western Diet induit une élévation de l'inflammation chronique et une augmentation, bien sûr, de la prévalence de l'obésité et des maladies non transmissibles insidieuses. Alors, qu'en est-il de l'alimentation mondiale, le Global Diet? Parce que, généralement, lorsqu'on fait des études sur les modèles alimentaires, on compare par rapport à la population globale. Le régime alimentaire ou le modèle alimentaire, ou plutôt le modèle alimentaire mondial, induit une baisse de la diversité microbienne. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un milieu obésogène, un milieu bien sûr qui favorise l'obésité, qui favorise bien sûr un changement radical de nos habitudes alimentaires. Donc ce Global Diet induit, contrairement au modèle alimentaire dont je viens de parler, une baisse de synthèse des acides gras à courte chaîne. La synthèse des TMAO, ce qu'on appelle les tréméthylamines N-oxyde, qui sont produits au niveau du foie, et là ça a été étudié dans plusieurs études, et leur corrélation avec bien sûr l'apparition de l'obésité et de certains types de cancers, particulièrement le cancer colorectal, chez lesquels les individus ont été observés avec des taux élevés de TMA ou TMAO. Donc, je vais passer. Voilà. Ça, c'est une étude très intéressante qui a été faite en comparant bien sûr une population du Burkina Faso avec une population italienne à Florence, et qui a marqué que la balance firmicute-bactéroïdes a été bien sûr touchée bien sûr chez les adolescents de Florence, modèle européen,
avec un rapport de 2,8 comparativement à celui du Burkina Faso, qui est seulement de 0,47%. Donc, cette population privilégie une alimentation variée et végétale complète, préservant ainsi un microbiote intestinal riche. Donc là, vraiment, il y a un effet, d'accord, causal de l'alimentation sur la balance des fermicutes et bactériologiques. Voilà la synthèse des acides gras à courte chaîne chez la population du Burkina Faso par rapport à celle, bien sûr, de l'Italie et les autres acides gras à courte chaîne, voilà, l'acide acétique, l'acide propionique, l'acide butyrique et l'acide isovalérique. Alors, je dois parler d'une méthode très récente et qui, bien sûr, le séquençage métagénomique ultra profond, qui a révélé que le microbiote intestinal des Hadza, en Tanzanie, comprenait 730 espèces bactériennes, si on le compare par rapport à d'autres populations, et qui ne peut dépasser les 300 espèces chez la population californienne. Donc là, ça montre clairement l'impact de l'alimentation sur la diversité microbienne et sur la santé de l'hôte. Voilà, c'est clair. Voilà. Les proportions des firmicutes et des bactériologies chez les populations étudiées au Népal, en Tanzanie, en Californie. Alors, les pathologies en médecine interne, très brièvement, on commence par tout d'abord le lait maternel. Dans le lait maternel, il y a bien sûr les HNO, les oligosaccharides, du lait maternel humain. Et qui, bien sûr, a un effet très bénéfique, bien sûr, sur la santé de la maman et de l'enfant. Ça a été prouvé. Synthèse aussi des acides gras à courte chaîne et qui sont source d'énergie, bien sûr, chez l'enfant qui est allaité maternellement, sous un traitement exclusif maternel. Ça diminue les cytotoxines, séries pro-inflammatoires, en présence de ces souches bactériennes. Voilà. Concernant les troubles métaboliques, le microbiote intestinal joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme de l'hôte. Certaines modifications de la composition microbienne et une diversité réduite sont liées à l'augmentation de plusieurs troubles métaboliques. Ce microbiote est dominé par les firmicutes et les bactériologies, ça c'est connu, et le proportion accrue a été associée à l'obésité, accompagnée bien sûr par la diversité microbienne. Donc le schéma il est général par rapport aux maladies métaboliques. Augmentation des TMAO qui a été constatée chez les personnes obèses ou souffrant de troubles métaboliques, voilà, et qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, chez les personnes obèses, la première constatation, suite à la métagénomique, on constate qu'il y a un déséquilibre entre les firmicutes et les bactériologies. Voilà. Donc, la quantité d'acide gras à courte chaîne chez fécal, elle est augmentée chez les obèses. Microbiote moins diversifié chez les obèses. Voilà. Et le rapport firmicute-bactériologies est élevé, bien sûr, chez les obèses par rapport au sujet maigre. Par rapport au diabète, je ne dirais pas grand-chose, mais comme vous le savez, il y a détérioration, bien sûr, de l'insulinosensibilité, donc il y a une insulinorésistance. Une fois les populations est soumise à un régime occidental, Western diet, donc on remarque qu'il y a augmentation de l'inflammation, voilà, augmentation des lipopolysaccharides, baisse des acides organiques à courte chaîne, les acides gras volatils tels que l'acide butyrique, ce qui a été constaté bien sûr dans cette étude très intéressante et qui est dans le cancer en 2023. Donc, comme vous êtes des médecins internistes, je vais passer rapidement sur les troubles intestinaux. L'alimentation joue un rôle essentiel dans la physiopathologie des troubles intestinaux, notamment les maladies inflammatoires chroniques et l'intestin, le syndrome
du côlon irritable et le cancer du côlon. Donc pour le maintien du symptôme du côlon irritable, un régime pauvre en oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols faiblement fermentescibles, ce qu'on appelle low FODMAP, a été couramment utilisé avec une réponse clinique positive chez 50 à 80% des patients, bien sûr, une fois ils sont soumis à ces régimes faibles en ces oligosaccharides et qui améliorent bien sûr l'inflammation. Alors, par rapport, je vais terminer avant dernière partie sur les applications. On est en probiotiques et prébiotiques. Les plus forts associés, bien sûr, vont aboutir à des bêta-biotiques, bien sûr, qu'on appelle des bêta-biotiques. Les probiotiques, donc, je ne vais rien apporter de nouveau. La définition, elle est toujours la même, avec bien sûr les 4 critères qui nous définissent. Donc on les trouve dans ces aliments. Ils jouent un rôle dans la modulation immunitaire, dans la réduction des interleukines pro-inflammatoires et la production d'acide gras de chaîne. Ces prébiotiques, bien sûr, ont fait l'objet de pas mal de travaux. Donc là, ça explique leur effet sur la réduction des pH, ainsi que ce qui a été remarqué par rapport aux sujets obèses, une fois sont soumis à un régime riche en prébiotiques, donc ça améliore le profil, bien sûr, biochimique des patients. Les probiotiques, bien sûr, 2 espèces ont été étudiées, les bifidobactéries et le lactobacilles, qui ont montré, bien sûr, une action anti-obésité et, bien sûr, un autre rôle important qui réside dans l'immunité innée adaptée du système immunitaire depuis l'enfance chez une personne. Ça, c'est une méta-analyse systématique très intéressante sur une dizaine de pays qui a été faite, bien sûr, montrant l'effet des probiotiques sur la glycémie à jeun, sur le taux d'hémoglobine et l'insulinorésistance, et qui a marqué bien sûr des différences significatives avant l'intervention et après l'intervention de l'organisme. Dommage, je ne suis pas sur la photo, on parle de ça, je vais terminer. Alors par rapport aux interventions nutritionnelles personnalisées, donc le malnutrition et le microbiote intestinal, là, on parle de médecine de précision, mais plus particulièrement de nutrition de précision. Et là, bien sûr, ça cible plusieurs aspects avant de donner un conseil diététique aux recommandations. Donc, il faut étudier, bien sûr, je sais pas. Essayez d'aller un peu plus vite parce que. Oui, je vais terminer. Voilà, je m'excuse. Voilà, merci. Donc là, on parle de nutrition de précision. Donc, on ne peut pas fournir un conseil diététique ou nutritionnel sans passer, bien sûr, par des éléments clés étudiés, par exemple, le food behavior, le comportement des patients, ainsi le microbiote, passer par la nutrigénomique, et là, inclure tous les facteurs qui peuvent contribuer, bien sûr, au changement des habitudes alimentaires, tels que les facteurs diététiques, le mode de vie, voilà, et les facteurs biologiques. Alors, pour l'intelligence artificielle, ça nécessite une conférence à part. Mais je suis obligé juste de parler, de dire que l'intelligence artificielle, notamment le machine learning et la bioinformatique, ils sont essentiels pour analyser l'énorme quantité de données générées par le séquençage du microbiote. Là, on est obligé de faire un séquençage chez les individus afin de leur fournir un conseil diététique, bien sûr, individualisé, précis. Pourquoi? Parce que là, on tombe sur des résultats controversés
comme l'a indiqué tout à l'heure mon collègue. Et sur la base de ces résultats, on prédit que on n'a pas observé un effet, ça n'a pas donné de résultat. La question qui se pose, sur quelle population vous avez travaillé? Quelle est la taille de l'échantillon? Quelle est la durée du suivi? Alors, tout ça va influencer la qualification des résultats. Je vais passer à la conclusion. Alors, en conclusion, je dirais, pour élucider la relation complexe entre le microbiote, l'eau et la nutrition, l'intégration de techniques multi-omiques devient cruciale. Tout d'abord, le séquençage de nouvelle génération de MNGS permet de mieux comprendre les espèces bactériennes, les souches, les gènes, les voies et les métabolites qui sous-entendent, ou ce qui sous-entend bien sûr, l'interaction d'alimentation microbienne. L'avenir s'oriente vers un séquençage métagénomique à lecture longue, c'est ce qu'on préconise maintenant. Ce n'est pas uniquement un séquençage conventionnel. Il faut aller à la lecture longue et sur la chaîne de l'ADN afin d'améliorer considérablement les assemblages métagénomiques. De nombreux défis restent à relever pour déchiffrer les relations causales entre l'alimentation et son microbiote. Ces bases de données, vous voyez ici, sont très très importantes dans la collecte et l'analyse de données dans le domaine du microbiote, intestin et nutrition. Donc la collecte de données à travers ces bases de données sur le microbiote afin de comprendre les associations microbiennes spécifiques à chaque région. On ne peut pas généraliser malheureusement, et de développer des thérapies ciblées adaptées aux besoins de chaque zone est essentiel et nécessite une collaboration intelligente entre plusieurs sources de recherche à travers le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Leguet. Une question certainement qui nécessite plus de temps. J'espère. Ça, c'est le site de notre revue, le North African Journal of Food and Nutrition Research. C'est une revue internationale qui est en anglais, c'est une revue conversation. La revue a été fondée en 2017. Maintenant, elle est indexée au Scopus. Elle vient juste d'être indexée dans le Chicago. Et nous étions vraiment très contents, moi et mon équipe. Pourquoi? Parce que nous avons accédé Chicago avec un portail de Q3. Voilà. Nous avons bien démarré. On n'a pas démarré avec un Q4, on a démarré avec un Q3. Donc c'est un honneur pour nous, pour l'Algérie, d'avoir une revue spécialisée dans le domaine de la nutrition. Ce sont des aliments qui a été indexé en 2023 dans le Scopus et juste il y a un mois qui a été indexé dans le Chicago avec un Q3. Inch'Allah, on espère que cette revue, avant sa première, indexée très prochainement, on va considérer.